bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Comme vous l'avez compris, ce sont deux livres qui apparemment très différents, mais qui ont beaucoup de points communs, notamment l'importance et le rôle de l'histoire et du passé. Un passé qui, tout en étant extrêmement bien ancré dans le présent. Et c'est un passé à la fois très proche et lointain, doublement lointain d'une certaine façon, que l'on retrouve chez Denis Lachaud, qui nous propose Assaïra, paru chez Actes Sud. Alors vous êtes un homme à plusieurs talents. Vous êtes romancier, mais aussi homme de théâtre, auteur, metteur en scène et comédien. Vous avez créé en 1990 la compagnie Théâtralal. Peut-être vous pourriez nous dire pourquoi ce nom. Théâtralala. Ah oui, Tralala, oui, bien sûr. C'est une histoire musicale en fait. C'est que on travaillait sur le rythme et voilà, on travaillait beaucoup sur le rythme et en même temps on cherchait le nom de la compagnie. Donc voilà. C'est composé comme ça, mais c'est pas très intéressant. Et aujourd'hui, vous êtes auteur associé au Centre dramatique national Orléans-Loire-et-Ssens, dirigé par Arthur Nosiciel. Pour ceux qui auraient vu, on peut dire que Arthur Nosiciel a présenté l'année dernière à Vidi, Jan Karski, Mon nom est une fiction. Alors vous-même, vous avez écrit pour le théâtre, vous avez écrit ici pour la jeunesse, et vous avez publié 7 romans chez Actes Sud. Parmi eux, il y a J'apprends l'allemand, publié en 1998, et quelques années plus tard, J'apprends l'hébreu. C'est dire si la langue, apparemment, joue un rôle clé chez vous, de même que la construction de l'identité. Dans Assaïra, la langue est peut-être pas un acteur premier, mais l'histoire, puisqu'il s'agit d'un groupe révolutionnaire qui est baptisé Ventôme, qui enlève et assassine le président de la République, rien de moins. Ses membres ont donc pour nom de guerre, en fait, ceux d'hommes politiques de la Révolution française, Robespierre ou Danton, mais on va suivre l'un d'eux plus particulièrement, c'est Antoine Léon, alias Saint-Just. Alors lui, il est très rapidement arrêté, parce qu'ils ils enlèvent le président, ils le tuent, et puis après ils essayent de retrouver leur normalité, ce qu'on imagine impossible. Alors lui, Antoine Léon, va donc être arrêté et condamné à la perpétuité. Il sortira 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 1937. En 2037. Ah ouais, je suis désolée. En 2037. Et là, il retrouve un monde qui a passablement changé, mais pas forcément au mieux. Et il retrouve notamment sa fille, avec qui il va devoir totalement refaire connaissance. Et puis c'est un monde donc où la révolte gronde, et dans ce livre, il est question, entre autres, des migrants, de la création dans les villes de véritables ghettos qui sont appelés zest, comme le citron, c'est ça. C'est pour zone de séjour temporaire, et il est aussi question d'une révolte de sans-logis qui ne sont pas sans évoquer les indignés. Alors je crois que c'est de ces zestes, un passage concernant ces zestes que vous allez nous lire. Si ça vous ennuie pas, je vais lire sans micro. J'ai plus l'habitude de lire sans micro. Enfin, je ne sais pas tenir un micro et lire en même temps. En fait. Chloé progresse dans le labyrinthe en barre d'acier horizontale. Comme chaque vendredi matin, elle s'est présentée à l'entrée du checkpoint. Mais ce jour-là, dès l'aube. Car Antoine l'accompagne. Il a obtenu un jour de congé chez Phoenix Vêtements, et aucun caillou lancé dans la machine administrative par quelques fonctionnaires surveillant particulièrement ses mouvements depuis sa libération n'est venu bloquer la demande d'autorisation de visiter la zone de séjour temporaire numéro 5. La file d'attente est courte à cette heure matinale, à peine 20 minutes, à piétiner. Chloé s'arrête devant la vitre du bureau de contrôle, pose sa main sur le scanner, présente ses pupilles à la cellule de reconnaissance visuelle et montre sur sa tablette le laissez-passer autorisant Antoine à l'accompagner. Le policier, un très jeune homme, tape sur son clavier. Après quelques secondes pendant lesquelles Antoine se demande si une grappe de flics ne va pas surgir d'un passage secret
le plaquer au sol, rassembler ses 2 bras dans son dos, lui passer les menottes et le jeter dans un fourgon en direction de la prison, le garde leur fait signe de passer. Les voilà à l'intérieur. Chloé attend Antoine assise sur un banc public, 30 mètres au-delà du contrôle. Il vient de découvrir la face cachée du mur qui sépare la zeste de la cité Molière. De ce côté, le béton est tatoué de plusieurs couches d'inscriptions en différentes langues, dans des alphabets variés. À mi-hauteur, quelqu'un a tagué « Ich bin ein Berliner » en grandes lettres noires. La phrase que John Fitzgerald Kennedy prononça en pleine guerre froide avec l'ex-bloc soviétique sur le fragile territoire emmuré de Berlin-Ouest au siècle précédent, quand les États-Unis et l'URSS dominaient le monde. Bien que le graphe semble déjà ancien, aucune autre inscription ne vient s'y superposer. Antoine rejoint Chloé. Il s'installe près d'elle. « Tu viens ici depuis combien de temps ?»« Quelques années. » Tout a l'air déjà enraciné, comme si ce système de ségrégation avait toujours existé. Le pire s'installe sans douleur, comme le meilleur. Les jours passent et se colorent de normalité. C'est imparable. Rien n'est imparable. J'aimerais bien. Il se lève et marche. Des baraquements de bois ont été construits sur une avenue. Une seule voie permet encore aux rares véhicules policiers, pour la plupart, de circuler. D'autres habitats précaires s'appuient de chaque côté contre les bâtiments anciens, des immeubles en dur. Partout alentour, à chaque étage, les vitres se sont volatilisées. Chloé ne parle plus. Elle guide Antoine en silence. Le son de sa voix résonne uniquement quand elle désigne un portail d'accès. Pavillon grec. Pavillon roumain. La liste des pavillons s'allonge. Géorgien, moldave, albanais, espagnol, portugais. Ici, c'est l'Europe. L'Asie, c'est plus à l'est. L'Afrique, c'est le long du mur, près de chez toi. Pavillon ukrainien. On s'efforce de ne pas trop mélanger les continents, on y voit un moyen de réduire les risques de conflit, autant que possible. Une jeune femme se repose sur un canapé sans coussin. Pavillon turc. Un adolescent monte la garde près d'un cajot de tomates talées. Pavillon grec. Antoine ne respire plus correctement. C'est possible d'entrer ici, je ne me sens pas très bien. Il faut que je m'abrite quelque part. Oui, entre, pas de problème. Installé sur ce qui fut, à une autre époque, un distributeur de boissons fraîches, aujourd'hui massive, forme poussiéreuse renversée, face cassée, une femme allait son bébé. Antoine s'appuie contre la rampe d'un grand escalier. Quelques étages au-dessus de sa tête, un homme chante en s'accompagnant sur un piano désaccordé. Tout a commencé par une directive européenne. Bruxelles a répondu au souhait des différents dirigeants nationaux de voir l'Europe imaginer un cadre légal ouvrant la porte dans chaque pays membre au parquage longue durée des migrants affluents d'Afrique subsaharienne, d'Asie centrale, puis du sud de l'Europe, quand on a exclu de l'espace Schengen la Grèce, le Portugal et finalement l'Espagne, des boulets que l'Europe du Nord ne souhaitait plus traîner. Les populations les plus pauvres ont migré en direction du Nord, chez les anciens alliés plus riches, ou juste un peu mieux lotis, moins endettés, moins exposés aux soubresauts du marché. C'est une véritable invasion, répétaient en boucle nos représentants, en s'appuyant sur les statistiques et les projections alarmistes fournies par leurs économistes. Il faut réagir, sinon nous courons à la catastrophe. Mais aucun gouvernement n'osait marquer le cap trop clairement. Il ne faut pas se tromper dans ses calculs quand on souhaite toucher au sacro-saint droit de l'homme. Mieux vaut confectionner le gant de velours avec soin et précision avant de l'enfiler sur la main de fer. Tout le monde était d'accord. Les gouvernements de droite, les gouvernements de gauche, les plus gros partis, les plus petits. Le droit d'asile était un luxe appartenant au passé. Force était de le reconnaître, il fallait désormais faire preuve de réalisme. Le moment était venu de repenser la relation à l'autre dans l'intérêt du plus grand nombre. Désormais,
Chaque ressortissant étranger doit, pour subsister en attendant le traitement de son dossier, travailler dans des entreprises dont l'implantation en zeste a été vivement encouragée par la mise en place de multiples avantages fiscaux. Le salaire horaire y est fixé par décret européen et correspond environ au tiers du salaire minimum garanti sur le territoire de la République française. Ces ouvriers sont employés par contrat journalier, ce qui permet de les expulser à tout moment, sans préavis. Ils ont interdiction de se regrouper en syndicat ou en association. Ils doivent constamment porter sur eux un livret individuel de travail que leur employeur vise chaque matin. Ils sont susceptibles d'être contrôlés à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, à l'intérieur de la zeste, que ce soit sur leur lieu de travail, dans la rue ou dans leur abri. Merci. Mais disons que cette zeste, elle n'est qu'une partie de ce livre qui pose d'autres problèmes, notamment celle de se faire justice soi-même. Comment est né ce livre? Qu'est-ce qu'il y a en amont comme recherche ou comme préoccupation? Avant de travailler sur ce roman, j'ai commencé en 2012. 2012, 13, 14, oui c'est ça. J'ai mis 3 ans à l'écrire. Avant ça, j'ai travaillé sur un spectacle de théâtre qui était une création collective. Dans ce spectacle, nous nous soucions de mettre en évidence le traitement qui est réservé justement aux migrants quand ils arrivent en Europe. On a aussi travaillé 3 ans sur ce projet et notamment on est allé à Malte, qui est une des îles où les Africains qui traversent la Méditerranée, à l'époque c'était beaucoup d'Africains, maintenant il y a différentes portes d'arrêt d'entrée, mais bon, disons que là c'est beaucoup d'Africains, arrivent ou en Italie du Sud ou à Malte, à cette époque-là en tout cas. Et donc on est allé notamment visiter des camps dans lesquels ces migrants étaient entassés. On a pas mal discuté avec eux aussi, et de leur quotidien. Et donc, ils nous racontaient que le matin, ils sortaient, il y avait une espèce de rond-point à la sortie d'un certain camp, par exemple, et ils se plaçaient là, près de la glissière de sécurité, et il y avait des petits camions qui s'arrêtaient pour les employés pour la journée, en les payant 5 €, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc, on est rentré, on a fait ce spectacle, et parmi les gens qui composaient ce collectif, il y avait l'historienne Sophie Vanish, qui est à la fois très au fait de tous ces phénomènes migratoires aujourd'hui, mais qui est par ailleurs spécialiste de la Révolution française. Donc j'ai commencé à beaucoup parler avec elle de Révolution française. Et peu à peu m'est venue cette idée d'écrire une fiction dans laquelle je rassemblerais moi, à notre époque et dans un avenir un peu proche, différents types de soulèvements, révolutions ou insurrections qui ont pu avoir lieu à différentes époques et dans différents pays. Et que grâce au miracle de la fiction, je pouvais, moi, les rassembler à une certaine époque, en prenant des caractéristiques un peu partout, rassembler ça à notre époque, et puis je partais avec l'idée que probablement le fait de les rassembler dans le temps pouvait éventuellement déboucher sur un véritable soulèvement. Mais est-ce que la Révolution française serait pour vous une sorte de modèle de référence indépassable, de révolution par excellence? Pas indépassable, c'est une révolution qui est pleine d'enseignements, je pense. Elle est très dépassable, au contraire, je pense, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas achevée. C'est-à-dire que si on regarde la France, par exemple, et la façon dont sont construites les institutions, on a encore le roi. On lui a coupé la tête réellement en 92, je crois, mais au fond, symboliquement, on l'a toujours. On a toujours une personne à la tête de l'État qui est capable de dire devant un micro et face à une caméra « j'ai décidé que ». Ce qui paraît très très curieux à beaucoup de monde dès qu'on passe les frontières de la France. Il y a aussi cette date de 2037.
Bon, c'est les 20 ans qu'il a passé, mais est-ce qu'il y a une autre symbolique derrière et comment vous êtes, après nous passerons justement du côté grec, mais comment vous avez imaginé ce futur qui est à la fois proche et quand même assez lointain? Qu'est-ce que vous vous êtes permis? Par exemple, les voitures sont prises en charge quand elles arrivent. Il y a 2-3 évolutions techniques. Les gens prennent plus de notes, mais ont des tablettes. Il y a des radars. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Alors, comment avez-vous travaillé c'est pas de la science-fiction, c'est plutôt de la prospective En fait, comme je voulais commencer avec cet enlèvement du président de la République française, que j'ai pour lequel je me suis beaucoup inspiré de l'enlèvement d'Aldo Moro en Italie par les Brigades Rouges. Je voulais que cet enlèvement puisse être une fiction totale pour le lecteur. C'est-à-dire, je ne voulais pas placer un enlèvement du président de la République française en 1972, puisqu'en 1972, le président de la République française n'a pas été enlevé. Donc, je l'ai placé en 2016. Voilà. Pour que ce soit de la fiction. Mais c'est de la fiction. C'est-à-dire, on pense quand on écrit, moi je pense en tout cas à la position dans laquelle je mets le lecteur, et donc que ça ait lieu en 2016 et quand on le lit en 2015 ou que ça ait lieu en 1972, ça ne place pas le lecteur dans la même position, je trouve. Tout à fait. Mais pour les lecteurs de votre livre du futur, oui. Ça sera autre chose. Oui, mais il aura été publié en 2015. Voilà. Et donc, je voulais commencer là, et mon personnage est arrêté en prison et ressort. Et donc, toutes ces autres formes de soulèvement, je les ai concentrées dans la deuxième partie du livre, dans le futur. Et donc, comme j'ai commencé en 2016, 21 ans plus tard, on est en 2037. Et donc, je me suis dit, oui, tiens, allons-y, quoi. Amusons-nous à inventer un monde comme ça, futur. J'ai jamais eu avant ça l'idée de me lancer dans la science-fiction ou dans la dystopie, mais j'y étais, quoi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à faire. Alors, 2037, c'est demain, donc j'ai pas beaucoup cherché. Je voulais pas non plus me concentrer sur quelque chose qui serait de l'ordre du gadget, c'est-à-dire j'ai mis quelques petits détails comme ça pour qu'on soit c'est très peu de choses. Voilà, dans le futur, mais c'est surtout du point de vue politique et du point de vue économique, du point de vue social, que j'ai vraiment juste poussé un petit peu plus loin tout ce qui sont les grandes problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Et en fait, nous parlions de la Grèce notamment. Vous imaginez que la Grèce est à nouveau en guerre, ce qui est voilà. Alors peut-être on peut passer à Monsieur Verdon, puisque vous êtes un spécialiste de la Grèce. Vous êtes vous-même, vous êtes en fait quelqu'un du « et ». Vous êtes grec et suisse. Je dirais suisse et grec et suisse. Vous êtes journaliste, c'est votre métier, votre gagne-pain, si j'ai bien compris, et écrivain. Et vous venez, récemment, nous en reparlerons peut-être à propos justement du rôle de l'écrivain dans la cité, vous venez d'ouvrir une librairie d'occasion. Alors, j'aimerais juste réagir immédiatement à la Grèce à nouveau en guerre. Voilà. À nouveau parce qu'elle l'a été au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle l'est actuellement en guerre. La situation sociale grecque est une situation c'est un état de guerre. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'attendre 2037. Donc pour vous, c'est tout à fait, vous acquiescez à la... Disons, à la proposition. Je n'ai pas lu le livre, mais ce que j'en sais, pour en avoir parlé avec vous tout à l'heure, cette idée d'une Grèce qui est un poids lourd, qu'il faut faire sortir de l'Union européenne, c'est quelque chose qui relève de l'anticipation plus que de la science-fiction, à mon avis. Voilà. Vous-même, vous avez publié alors plusieurs romans. Donc l'un s'appelait justement Le Rendez-vous de Thessalonique, en 2005, où il s'agissait d'un personnage qui quitte tout pour la Grèce, qui a été un peu aussi ce que vous avez fait à un moment donné dans votre vie. Et le suivant s'appelait Le patient du docteur Hirschfeld en 2011, qui a eu le prix Schiller
vous me corrigez si je me suis trompée, le prix du public de la RTS et qui parlait de l'homophobie nazie. Alors dans votre nouveau livre, enfin dernier livre, j'imagine, on ne sait jamais, il y en a peut-être un qui va sortir tout prochainement, Le mur grec, qui est paru, j'ai oublié de dire que votre livre était paru chez Actes Sud, je l'ai dit, c'est bon, alors qui est paru chez Bernard Campiche. C'est donc un polar, c'est une enquête, c'est celle de l'agent Evangelos, qui a 60 ans, qui vient d'être grand-père. Il est chargé d'éclaircir, peut-être aussi de faire oublier un meurtre commis à la frontière entre la Turquie et la Grèce. On a retrouvé une tête coupée tout près d'un sinistre bordel situé au bord du fleuve Evros. C'est un lieu où venaient se défouler plusieurs employés de Frontex. Alors, si vous ne savez pas, comme moi, exactement que recouvre Frontex, je vais vous dire, c'est l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Voilà. C'est bien. En résumé, ce sont des gardes frontières des différents États nationaux qui composent l'Union européenne, qui sont envoyés sur les frontières Schengen. Donc, en ce qui concerne la situation entre la frontière grecque et turque, vous avez des gardes frontières qui patrouillent en uniforme finlandais, bulgare, allemand ou néerlandais. Donc vous les voyez vraiment dans leurs costumes, avec leurs plaques minéralogiques, leurs véhicules de surveillance par exemple, les voitures avec les scans infrarouges, c'est les Allemands, ensuite les Land Rover qui patrouillent, ce sont les Finlandais par exemple quand j'y étais, donc c'est assez étrange au fond parce qu'ils travaillent en plus en étroite collaboration avec la police grecque, qui les voit d'un très mauvais œil d'ailleurs. Donc il y a vraiment des situations nationales en fait compliquées aux frontières de l'Europe. C'est assez étonnant à travers ce corps de garde frontières. Et c'est là aussi que la Grèce a construit un mur. Comment est-il ce mur? Vous l'avez vu vous? Alors moi quand j'y suis allé, c'était un échantillon de mur. C'est d'ailleurs la couverture de mon livre. C'est une photo que j'ai entre guillemets volée, que j'ai prise dans la zone militaire où le mur allait être construit. C'est 12,5 km de terre qui sont maintenant traversés par un mur. C'est un mur de fil de fer barbelé équipé de caméras électroniques, bien plus redoutable encore que celui qui a été construit aux frontières de la Hongrie. C'est un mur du type de celui qu'on trouve entre Israël et les territoires, et la Cisjordanie. Et ce mur, quand j'y étais, donc c'était un échantillon posé au milieu d'un champ, dans une zone marécageuse, qui devait convenir au fond au gouvernement grec et à l'Union européenne, donc qui testait au fond à travers quelques mètres de barbelé l'efficacité de ce mur. Et puis donc, est-ce qu'il est efficace? Alors évidemment, il faut savoir une chose, c'est que la frontière gréco-turque, évidemment, elle est maritime, mais elle est aussi terrestre. Mais terrestre, c'est pas tout à fait vrai parce que au sud de la Bulgarie et jusqu'à la mer, il y a un fleuve qui s'appelle l'Evros, et ce fleuve fait frontière. C'est vraiment la frontière. Mais il y a juste un coude de territoire où le fleuve passe du côté turc, et où les deux rives du fleuve plutôt sont turques. Donc c'est pourquoi il y a une bande terrestre que les migrants, après avoir traversé le pont de Turquie en Turquie, si je peux dire, arrivent de l'autre côté sur un terrain vierge, au fond, qu'ils pouvaient traverser beaucoup plus aisément qu'en essayant de traverser le fleuve frontière. Parce que les migrants essayent de traverser ce fleuve et souvent ils s'y noient. Voilà. Donc c'est pourquoi ces quelques 12,5 km ont été, 12 km et demi ont été équipés d'un mur. Mais ça n'empêche pas les gens de passer. Un mur, d'ailleurs, je ne crois pas que ça n'empêche jamais quiconque de passer, mais en l'occurrence, il passe toujours par le fleuve et évidemment par les îles, comme on le voit en ce moment. Alors, c'est pas ce mur est effectivement très présent dans votre polar, mais je crois que c'est pas le thème de votre lecture. Vous allez nous parler plutôt d'autres choses. La lecture, c'est Athènes, tout simplement, cette ville où je me rends très régulièrement. C'est donc le début du livre. On dirait une vague. Elle monte, elle descend, la rue, elle monte encore, elle se soulève, elle retombe. Cette houle donne la mesure du quartier, avec ses crêtes et ses creux, ses faux plats. Une rue qui s'avance dans la ville, 2 heures après minuit, qu'on commence l'histoire sur une colline habitée, une fois, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2010,
Rue Héracléus, à Néos Cosmos, Athènes, Grèce. À quoi ressemble une tête coupée? Agent Evangelos s'interroge. Agent Evangelos est dans la rue, il fait face au Batman, un bar que tout condamne, la phosphorescence verte de son enseigne, son débit d'alcool bon marché, ses habitués, qui participent tous de la fin d'un monde, attachés aux chansons d'avant-hier, leur jeunesse épinglée au mur, la photo de Theodorakis, une vue de l'acropole prise depuis la terrasse du Galaxy, un autre bar au 12e étage du Hilton, les tons passés des étés grecs sur les publicités des années 70 et le soleil, jaune et rond, sur les affiches d'Olympic Airways. Tous les soirs à Athènes, la clientèle du Batman, à faire comme si de rien n'était, en dépit de ce qui vient à disparaître, de tout ce qui attend, la menace, là, derrière la vitre du bar, dans cette rue où se tient Agent Evangelos, qui ne sait plus ce qu'il doit faire, maintenant. S'il n'y avait pas eu ce coup de fil, cette conversation avec son collègue, la faute à cette tête coupée, le récit aurait été tout autre. Il n'aurait pas pris cette forme, impossible à raconter, sans queue ni tête, tiens. Il aurait bu encore un verre, les yeux clos, en écoutant chanter Kazantzidis. Et s'il avait attendu encore un peu, il se serait retrouvé en compagnie d'Irina, la patronne du seul club de jazz digne de ce nom dans la métropole. Irina, quand elle est là, fait son apparition au Batman vers 1h30, avec pour escorte quelques musiciens, une employée, son barman, un cortège de fidèles, aspirés dans son bouillonnant sillage de ferry pour les îles. Pour rien au monde, elle ne manquerait à un after, comme elle dit en roulant les airs. Agent Evangelos aime bien Irina, ses rondeurs, l'énormité de ses répliques, sa tendresse inépuisable, son amour à profusion pour le genre masculin, cette générosité d'être qui transforme sa lourdeur en distinction. Et c'est une autre histoire. Elle aurait eu pour cadre le Batman. Et Agent Evangelos va quitter l'endroit dans un instant. Agent Evangelos y retourne. Il a laissé sa veste sur un crochet sous le comptoir. Il paye sa note. Il s'en va. À quoi ça ressemble une tête détachée du corps, se demande-t-il. Il y a eu ce téléphone. Il lui faut partir sans plus attendre. À quelques minutes près, Agent Evangelos aurait pu croiser Irina. Ce bruit de moteur qui enfle, c'est elle, et d'un doigt elle fait tourner le 4x4 qui vient s'immobiliser devant le Batman. Sur le siège arrière, les passagers regardent dehors. Tous ont vu la même chose. Les images de la ville, le message brouillé des rues, les tags muets sur le film des murs, le poids des stores baissés, les lueurs verdâtres de la jungle et des balcons, la chandelle morte des oranges écrasées sur les trottoirs. Ils ont pu tout voir passer, mais du trajet, tout au long, ils n'ont rien dit. Athènes est leur capitale, et pourtant, ils ne sont pas d'ici. Ils ont la nationalité grecque. Leurs patronymes sont turcs. Sur scène, ce soir, ils ont chanté dans les deux langues, celle de leur origine et celle de leur passeport. En langage administratif, ils font partie de la minorité turque de Thrace. Des mots tamponnés officiels pour dire qu'ils sont des étrangers dans leur propre pays. Face au mur, seule leur musique sonne juste, et le public la fait savoir. Un tonnerre d'applaudissements sincères, autrement dit, une manière polie de cacher l'appréhension devant ces Grecs qui n'en sont pas tout à fait. Merci. Alors, comme on l'aura bien vu, vous connaissez très bien Athènes, vous connaissez très bien la Grèce, mais ce livre, en fait, on ne va pas vous demander si vous savez à quoi ressemble une tête coupée, mais on imagine que, je crois savoir aussi que ce thème-là, vous lui avez consacré un article qui était paru dans l'hebdo. Le thème le thème du mur. Oui, et puis de l'Evros, il y a même, dans votre livre apparaît même un moufti qui recueille les corps des réfugiés morts. Et ce moufti existe apparemment. Donc voilà, quelles sont les étapes de ce livre? C'est clairement une œuvre de fiction. C'est un livre que j'ai écrit vraiment avec une approche littéraire, en faisant bien garde de ne pas partir dans un livre de journaliste que je suis, bien sûr. Mais à la base de ce livre, il y a d'abord un travail de récolte d'informations qui est, c'est vrai, un travail de journaliste. Parce que ça commence dans les années 2007-2008, quand je suis en Grèce, je vis alors à Athènes, et je suis confronté à cette question des migrants, puisqu'ils arrivaient à l'époque par les îles. Je fais des premiers reportages sur l'île de Mytilène, et je vois les conditions d'accueil, autrement dit de non-accueil. Je vois ces migrants qui sont enfermés dans des centres de rétention qui ressemblent fort à des camps de concentration. Je vois les brutalités policières et je vois aussi l'impossibilité
enfin, je vois des gestes de solidarité extraordinaires de la part des insulaires. Et tout ça enfle et j'essaye d'en faire des articles. Et il n'y a aucun intérêt de la part des médias suisses et français. Donc je persiste et finis par signer puisqu'il y a quelques articles qui sortent, notamment sur ce mur, mais c'est plus tard, c'est 2010. On commence un peu à parler des migrants, on commence à parler de ces gens, au fond, qui traversent une frontière et qui nous viennent, en l'occurrence, pas encore de Syrie, mais du Maghreb, juste après la, entre guillemets, révolution arabe, qui viennent d'Afghanistan, et mais qui n'intéressent pas grand monde parce qu'au fond, ils restent en Grèce. Donc, pourquoi est-ce qu'on parlerait de déjà ce pays un peu difficile en 2010 voilà, il y a des ghettos à Athènes, mais bon, ça n'intéresse personne. Et c'est quand, franchement, si on l'observe, c'est tout récemment qu'on a commencé à en parler un peu plus parce qu'ils arrivent et parce qu'ils passent plus loin. Et donc, au fond, il y a vraiment un travail chez moi littéraire qui s'est mis en place suite à ces expériences journalistiques un peu douloureuses, avec la volonté de passer au roman et puis au récit, à la fiction, mais qui évidemment nourrit d'observations de terrain. Mais ici, c'est un polar, donc en fait, il y a aussi bon, il y a de la corruption, il y a un mort. Alors des morts, il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a beaucoup dans la réalité. Oui. Mais comment vous avez fait ce choix? Parce que vous aviez écrit précédemment des romans qui n'étaient pas des polars. Donc pourquoi le polar? Pourquoi est-ce que ça vous le rendait plus libre? Je crois, peut-être, parce que vous parlez d'un personnage qui s'appelle Barbaros, qui est un personnage qui aurait son équivalent réel. Il l'a. Oui. Voilà, mais dont vous ne pouvez pas parler dans un article, notamment. Donc, c'est un personnage de l'ombre en Grèce. Peut-être vous pouvez en résumer pour ceux qui Barbaros, c'est le méchant dans le livre, hein. Évidemment, c'est l'homme qui tire les ficelles. Mais cet homme, il existe en Grèce. C'est un homme qui a la tête d'un empire qui s'est construit sur la vente de téléphones portables et qui, la plupart des magasins de vente de téléphones portables en Grèce, c'est lui. C'est une enseigne qu'on trouve dans toutes les villes, même les petites villes. Et ensuite, il s'est mis à fabriquer des batteries donc, de téléphones, et puis il a passé à une échelle un peu plus grande, c'est la batterie de missiles et de torpilles sous-marines. Et particulièrement, ces batteries sont tout à fait adaptées aux missiles et aux torpilles fabriquées par les Allemands. Et donc, pour pouvoir avoir de quoi équiper ces fameuses torpilles, il a payé les gouvernements grecs en pot de vin, que ce soit à la gauche ou la droite. Il les a payés pour qu'ils achètent du matériel allemand. Et ça marche. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Malgré les relations tendues entre la Grèce et l'Allemagne, c'est toujours l'Allemagne qui équipe un des budgets qui n'a pas été touché en Grèce, c'est le budget de la défense. Donc au fond, il n'y a qu'à se servir en Grèce, parce que la corruption, oui, les migrants, le trafic humain, la prostitution, y compris des mineurs à Athènes, garçons et filles sur la place Omonia, au cœur d'Athènes, tous les éléments du polar, ils sont là. Et au fond, c'est tellement visible, ça saute tellement aux yeux qu'au fond, curieusement, personne n'en parle. Moi, je lis très peu d'articles sur ces situations sociales particulières que sont la prostitution, que sont les conditions dans lesquelles vivent les migrants en Grèce. Et donc, je pense que tous les éléments réunis étaient là pour un polar. Mais quand on vous entend l'un et l'autre, on a l'impression que vous nous peignez des mondes assez désespérés. En fait, est-ce que vous êtes des gens très pessimistes? Est-ce que votre point de vue est très pessimiste? Voilà, quelles sont aussi les leçons du passé? On reviendra peut-être au passé en Grèce, puisqu'en fait c'est aussi une histoire qui n'a pas été totalement digérée, la guerre civile qui revient chez vous. Est-ce que vous-même, on pense aussi, dans votre livre on pense aussi au juste de Camus, puisque est-ce qu'on a le droit de faire justice? Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un par idéal? Enfin, peut-être. Voilà, quelle est votre position à vous? Est-ce que c'est un livre désespéré? Est-ce que vous avez une position est-ce que vous pensez pour vous, la littérature est un moyen non seulement de dénoncer, mais peut-être de changer le monde? C'est trop prétentieux. Je ne pense pas être pessimiste. Non. Je ne pense pas être optimiste non plus. Hein. C'est un peu difficile d'être très optimiste, mais à partir du moment où on décide de devenir artiste, on
décide de s'intéresser au monde tel qu'il est. Et c'est vrai que, je sais pas, à moins d'être dans le déni total, je pense qu'aujourd'hui, sans parler de pessimisme ou d'optimisme, tout le monde est conscient du fait qu'on traverse une période quand même très, très compliquée, quoi, et que le monde va mal. Donc, il s'agit d'observer le monde et il s'agit d'en rendre compte de toutes sortes de façons quand on est artiste, je crois. Donc, optimisme, pessimisme, ça ne rentre pas tellement en ligne de compte, je pense. Maintenant, il me semble que peut-être l'acte de créer est un acte optimiste, parce que sinon, on peut aussi bien rester chez soi à faire pousser ses tomates. Si tant est qu'on a un jardin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le fait d'agir, ne serait-ce que de prendre la plume et d'écrire, c'est un acte optimiste. C'est-à-dire que moi, je pense que en tant que lecteur, la littérature, c'est quelque chose qui a changé ma vie et qui m'a aidé à comprendre le monde dans lequel je vis et d'y trouver une place. Et j'essaye, en tant qu'écrivain, d'écrire des livres qui peuvent permettre à des lecteurs, et à moi d'ailleurs le premier, pendant que je travaille dessus, à mieux comprendre le monde dans lequel je vis et à mieux y trouver ma place. Alors, est-ce que l'écriture enfin, la littérature peut changer le monde pas toute seule, mais elle peut y contribuer, oui. Et chez vous, comment s'articulent vos différentes pratiques, le théâtre, la littérature? Est-ce qu'elles ont le même poids, est-ce qu'elles s'utilisent, j'allais pas dire indifféremment, mais enfin, est-ce que l'un ou l'autre se valent comme moyen, comme inscription dans le monde, je dirais pas dans la société, ou est-ce que chacune a son rôle? Chacune de mes pratiques a son rôle. Après, c'est compliqué de vous répondre sur ce pan-là, c'est-à-dire que chacune a son rôle pour moi par rapport au geste artistique surtout. Après, pour moi, il y a une espèce de globalité qui est ma position dans le monde. Après, c'est vrai qu'écrire un roman, écrire une pièce de théâtre, ce sont deux efforts très différents. Je dirais même des efforts un peu opposés, c'est-à-dire que il me semble qu'écrire un roman, c'est avoir liberté totale et créer son cadre, et écrire une pièce de théâtre, c'est trouver sa liberté au sein d'un cadre qui préexiste. Donc c'est vraiment des efforts opposés dans ce sens-là. Et puis bon, du côté du théâtre, on est avec la parole. Il s'agit vraiment d'écrire une langue dont on sait qu'elle doit s'inscrire dans le temps de la parole, puisqu'elle va être proférée sur un plateau par des gens. Quand on écrit un roman, on doit se soucier de l'incarnation, on doit se soucier du fait que ça doit s'incarner à l'intérieur du lecteur. Quand on écrit du théâtre, on ne s'en soucie pas, ça va s'incarner sur le plateau par les comédiens. Voilà, donc il y a plein de différences, mais j'aime autant ces deux efforts, je dirais, et j'aime autant, même si j'ai un sentiment d'une grande différence à ce niveau-là aussi, le type de relation que le lecteur d'un côté et le spectateur de l'autre peuvent entretenir avec ce qu'ils ont choisi de venir côtoyer comme pratique artistique. Quand un lecteur s'empare d'un livre, il a choisi cette forme-là à ce moment-là, et quand il décide d'aller au théâtre, de s'asseoir dans un fauteuil et de se plonger dans le noir pour découvrir un monde, il a choisi aussi, il a fait un choix, et ce sont des instruments très différents l'un de l'autre, mais oui, évidemment, il s'agit de ce même effort, je crois, à la fois du côté du créateur et du côté de la personne du lecteur ou du spectateur. Il s'agit de cet effort qui, pour moi, est l'effort d'être au monde. Et chez vous, quand vous avez quelque chose à dire sur le monde, en fait, est-ce que vous hésitez entre en l'occurrence, je n'ai pas hésité. Non. Non, mais est-ce que vous dites parfois, voilà, là il faut que j'écrive un article pour dénoncer cette chose, ou parler de cette chose, ou la rendre visible, ou est-ce que finalement passer par la fiction est encore plus fort? Disons que la fiction, je trouve qu'il y a une forme d'espoir pour
rebondir sur la question du pessimisme ou de l'optimisme. C'est deux postures, hein, l'optimisme ou le pessimisme. Alors moi, j'essaie de me dégager de ces postures, mais je pense qu'à travers la littérature, il y a un espoir, c'est celui du récit, de l'histoire. Et l'histoire, aussi petite soit-elle, celle d'individus, elle permet au fond d'espérer. Parce que si on s'intéresse à l'histoire très particulière des acteurs de la crise grecque, par exemple, on trouve des raisons d'espérer dans les gestes de chacun, dans l'histoire personnelle de chacun. Et il n'y a pas mieux que la fiction et que le roman, à mon avis, pour donner leur place à ces petites histoires, pour les sortir de la simple anecdote qui est celle d'une citation dans un article de presse. Maintenant, ce qui est au fond, alors au contraire, désespérant, c'est de penser que les médias aujourd'hui, la presse écrite par exemple, n'est pas le lieu pour rendre compte de ces réalités en toute liberté. Moi, je pense que pour le pratiquer, pour l'avoir pratiqué, j'ai notamment dirigé une rubrique étrangère au quotidien 24 heures. Je pense que les conditions de production des médias actuellement et le fait qu'on veuille absolument gagner beaucoup d'argent, non pas seulement de l'argent, mais beaucoup d'argent avec les journaux, font qu'il y a une succession d'économies à l'intérieur des journaux, sur les budgets, qui font qu'on ne donne plus aux journalistes les moyens de s'imprégner d'une réalité, de passer du temps sur le terrain, et puis ensuite de prendre du temps pour écrire, pour peser les mots, comme on pourrait le faire dans un livre. Alors ensuite, bien sûr, il y a l'étape, on peut s'en sortir en écrivant des livres de journalistes, et beaucoup le font. Il y a d'autres journaux qui maintenant jouent à la fois sur la fiction et le journalisme, le reportage. Mais je pense que il est possible de découvrir et de comprendre la réalité d'un pays ou d'une situation politique à travers une lecture de fiction. C'est pas nouveau, j'entends. Et même si, par exemple, je ne suis pas obligé de vous dire que Barbarosse, c'est un personnage qui existe, c'est pas important. Je ne devrais pas avoir à le dire, finalement, sinon j'aurais dû faire un autre travail. Oui. Et chez vous, il y a aussi, on ne dira pas comment, mais enfin, il y a aussi la tentation d'un personnage de se faire justice soi-même. Est-ce qu'on ne s'y attend pas, en fait? Est-ce que c'est une idée importante? Est-ce que c'est une idée... voilà. En fait, c'est quand même quelqu'un, disons que c'est quand même un agent, c'est l'agent Evangelos qui veut tuer quelqu'un. Donc, pourquoi ce geste? Chez vous aussi, en fait, ils tuent le président de la République, et on voit aussi dans la suite un autre personnage qui est tenté d'entrer dans la lutte, pas armée, mais enfin, en tout cas, la lutte extrême. Et c'est comme si c'est... Mais en l'occurrence, le personnage, je ne dis pas s'il rendra justice ou pas, mais en Grèce, c'est une question fondamentale, parce que il y a des mouvements armés en Grèce. Aujourd'hui encore, surtout ces 40 dernières années, Obdoris, c'est encore autre chose, mais ils sont aussi armés, de battes de fer, de battes de baseball, et cassent la gueule aux migrants. Mais des mouvements armés qui descendent des attachés militaires britanniques, des industriels grecs. Il y a eu une vingtaine d'assassinats ciblés entre 74, la fin de la dictature, et puis le milieu des années 2000. Et c'est des attentats qui sont imputés à un mouvement qu'on appelle 17 novembre. 17 novembre, c'est une date qui marque l'insurrection des mouvements étudiants contre la dictature, et puis l'intervention brutale des chars du gouvernement grec pour mater la répression estudiantine, avec un nombre pas encore aujourd'hui indéterminé de victimes. Donc il y a une violence extrême en Grèce. Je me souviens toujours de ce matin où j'ouvre la télévision à Athènes, et puis j'apprends que aux petites heures de l'aube, un couple à moto a tiré un missile, au bazooka, dans le bureau de l'ambassadeur américain.
c'est quand même en Europe, j'entends. Et voilà, donc la caricature des journaux, ensuite, en ligne des journaux, il y a des caricatures, on voyait ces fameux kiosques où en Grèce, on peut tout acheter dans les kiosques à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et puis on voyait quelqu'un qui demandait des mouchoirs, des chiclettes, etc. Rien, et quand il a demandé un kalachnikov, le type lui en sortait tout un éventail. Moi, je pense que la question de la violence, elle est fondamentale en politique, c'est-à-dire que un groupe politique qui décide de s'armer, c'est parce qu'il considère, il change, je dirais, de paradigme politiquement, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'est plus dans un combat seulement politique, il considère qu'il est en état de guerre. Et en état de guerre, les lois de la guerre ne sont pas les lois de la paix. Par exemple, en ce qui concerne exactement la violence et l'assassinat. Les lois de la guerre ne sont pas les lois de la paix. Et donc, tout groupe politique qui considère qu'il est en état de guerre et que faire tomber le pouvoir en place est une nécessité, on est en guerre contre le pouvoir, eh bien, se place dans une position, peut se placer dans une position totalement différente en ce qui concerne la violence et en ce qui concerne l'assassinat. Et c'est ce qui fait, par exemple, que ce groupe Ventose décide d'enlever et d'exécuter le président de la République, comme les Brigades Rouges avaient décidé d'enlever et ont finalement exécuté Aldo Moro. Et il y a aussi dans vos livres tout ce rapport au passé, en fait, chez vous notamment, avec, votre personnage est hanté par ce qu'il a fait. Chez vous aussi, d'une certaine façon, il y a le passé, il y a différentes couches de passé. Est-ce que, je discutais avec un écrivain qui me disait qu'on oublie trop vite que le passé est une partie prenante du présent. Et est-ce que dans vos livres, c'est une dimension est-ce que pour vous, dans votre réflexion, dans vos choix artistiques, c'est une dimension importante? Puisque vous parlez quand même à Saïra, je veux dire, c'est tout de suite connoté... oui, le passé, je crois que nous sommes tous faits de ce que le passé nous a fait et nous a apporté. Je veux dire, quand on est quelque part dans une certaine culture, on va être élevé par un certain nombre de personnes, on va grandir dans un environnement et cet environnement, il est le fruit d'un passé. Donc de toute façon, c'est très important. C'est-à-dire qu'on décide de se pencher dessus ou pas, c'est là quand même. Et puis, quand on prend comme ça des phénomènes de masse ou de groupe ou des assassinats, etc., ce qui est intéressant avec la fiction, c'est justement le fait qu'on a le temps de considérer ce fait qui est que les acteurs qui ont vécu ces choses-là étaient des êtres humains. Et donc, c'était pour eux une expérience sensible. Et donc, pour Robespierre, pour Saint-Just, ou je ne sais pas moi, pour Varoufakis, pour n'importe quel ministre grec en ce moment, ce sont des événements politiques qui pour certains sont vraiment très très marquants et changent en profondeur les données de ce que vivent les gens dans le pays. Et en même temps, pour tous ces gens, c'est une expérience sensible. Ils sont des individus. Et ça, c'est passionnant à observer. La notion de passé, l'importance du passé, en tout cas en Grèce, elle est centrale. D'abord à travers le regard qu'on porte, que nous autres Européens de l'Ouest portons sur ce pays. Parce que de par les études classiques qui ont longtemps été dominantes, notamment dans l'espace francophone, anglophone et germanophone, on considère toujours la Grèce à travers son passé mythique et mythologique. Donc on dessine les frontières de ce pays à travers l'histoire, à travers la mythologie. Et on ignore complètement un autre passé qui est celui de l'occupation ottomane. Et on ignore encore plus le passé de la libération du joug ottoman avec le jeu des grandes puissances, avec les partages de territoires, notamment signés à Lausanne. Alors bien sûr, certains historiens ou personnes qui se passionnent pour la Grèce connaissent cette période, mais j'ai été très frappé par le changement d'attitude des élites européennes ces dernières années
avec le discours dur vis-à-vis de la Grèce, et un discours qui trahissait souvent un manque de connaissances et une ignorance crasse de la réalité de ce pays, de voir qu'au fond il n'y avait plus cette espèce d'affection pour le pays, affection qui confine parfois à l'aveuglement d'ailleurs, chez un Giscard qui fait entrer trop vite la Grèce dans la communauté européenne. Mais il y a une perte, chez des gens comme Merkel par exemple, ou comme le Belge dont j'ai oublié le nom, il y a une perte de connaissance de ce pays, et on le considère simplement comme un parent pauvre du Sud, point. Alors, on avait ce passé idéaliste, enfin cette approche idéaliste du passé, puis aujourd'hui on a l'ignorance du passé. Et j'ajoute encore une chose, en Grèce même, il y a une ignorance de la part des jeunes, c'est-à-dire des gens nés après les années 80, du passé de la dictature, parce que les Grecs ne parlent que très très difficilement de cette période, et encore plus difficile de la guerre civile. Et, par exemple, ma mère est née en 1944 pendant la guerre, donc elle est née dans un pays qui souffrait la famine, où des villages étaient rasés entièrement par les nazis. Et d'une guerre, elle a passé à deux autres, les deux guerres civiles qui sont succédé entre 1945 et 1949. Et c'est que tardivement qu'elle a commencé à me parler de cette guerre, de ce qu'elle a enduré, de ces... La guerre civile qui opposait des familles où elle a vu des gens de sa propre famille s'entretuer. C'était les communistes contre... Les communistes, en fait, il faut savoir que la résistance contre les nazis en Grèce, elle a été menée par les communistes. Et après, quand les pays ont basculé dans ce qu'on allait appeler le bloc de l'Est, Staline, tous les satellites de l'URSS, les Anglais et les Américains, mais surtout les Anglais, ont dit non, la Grèce, elle doit rester dans l'Europe de l'Ouest, parce que c'est notre berceau, n'est-ce pas? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis pas que ça aurait été un cadeau pour la Grèce de devenir comme l'Albanie ou autre, mais en tous les cas, ce qui a été fait, c'est qu'on a confisqué au fond la guerre de libération communiste. Elle était attribuée tout à fait à tort aux collabos qui étaient les royalistes, et puis on a déporté une nouvelle fois les résistants, et c'est des déportations qui ont lieu dans les années 50 et 60 et qui se sont répétées encore dans les années 70 avec la dictature de 67 à 74. Alors peut-être maintenant vos questions. Justement, excusez-moi, c'est tellement beau ce que vous dites. Où est-ce qu'ils ont été déportés, ces gens? Sur les îles, sur des îles, Makronissos, ou des îles proches de la Turquie, des îles si possible désertiques où il n'y avait pas de village, quelques moutons, et puis les gens étaient laissés eux-mêmes avec des gardes-chiourmes terribles dans des conditions épouvantables. Notamment le poète Ritsos, il écrivait ses poèmes, ses poésies sur des fragments de pierres ramassés sur la plage. En fait, j'ai pris la parole un peu brutalement, mais je voulais vraiment vous remercier parce que c'est extraordinaire tout ce qu'on dit ce soir. Et puis, je rebondis sur une parole que vous avez dite, que la lecture des autres auteurs avait changé votre vie. Puis, moi, il me semble que c'est, indépendamment du pessimisme ou de l'optimisme, la question que vous posez, c'est comme une espèce de barrière qui fait des espoirs en ce moment. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur, vous voulez le... Non, vous avez une... Bon, je crois que la plupart des gens ne peuvent pas m'entendre. Moi, je m'en réfère à l'intitulé de cette soirée, de ces 3 soirées. Et j'ai entendu une fois Marc Ferraud, peut-être savez-vous, vous ne savez pas qui c'était, un grand spécialiste de l'histoire par le cinéma, expliquer pourquoi Alexandre Solzhenitsyn avait causé une révolution dans la littérature. Il disait, Solzhenitsyn n'est pas le premier à avoir parlé de la réalité des camps, mais jusqu'à lui, c'était toujours engoncé dans l'idéologie. C'est parce que ceci, le stalinisme, le capitalisme d'État, patati patata, la CIA. Solzhenitsyn, que j'ai très peu lu moi-même, était, selon Ferraud, le premier qui a dit simplement, écoutez, lisez, c'était comme ça. Et je me demande si la maison de la littérature ne veut pas, au fond, inverser cette révolution qu'a faite Solzhenitsyn
et forcer tous les auteurs qui défilent ici à devenir des militants à l'ancienne. Certains s'en défendent, d'ailleurs. L'auteur qui a écrit sur la Grèce s'en défend beaucoup parce qu'il aborde, si j'en juge par la page qu'il a lue, un sujet presque tabou et très délicat, celui du statut des Turcs en Grèce. Quand j'étais étudiant, nous avions un camarade qui s'appelait Mohamed Kasm, mais il était grec. Et pour nous, on n'entendait même pas son prénom. Mohamed Kasm était grec, et c'était un camarade grec, d'autant plus qu'il y avait la dictature des colonels, et qu'il y avait Kazantzakis, et qu'il y avait, etc. Et nous-mêmes, on sautait à pieds joints dans cette mythologie encouragée depuis Byron ou même Schliemann. Et voilà, et donc je pense que vous essayez de rester un peu un Solzhenitsyn, mais je crois que aucun Solzhenitsyn ne résistera au formatage idéologique de la Maison de la Littérature. Là, c'était... ça ne me concerne pas. Oui. Il voulait peut-être répondre quand même. Non. Non. Voilà. J'ai bien connu Solzhenitsyn, j'étais son avocat en Suisse. Et je dois dire que ce qui m'a toujours frappé chez lui, pour avoir son énorme énergie, sa conviction, etc., c'est qu'il a toujours dit une chose essentielle: dites la vérité. Et si vous ne pouvez pas dire la vérité, au moins ne dites pas de mensonges. Et la révolution de Solzhenitsyn a commencé en Russie, au fond, quand il a réussi à convaincre les gens, certaines gens, de ne pas mentir. Il y avait un texte de lui qui s'appelle en russe « Жить не по лжи », c'est-à-dire vivre en dehors du mensonge. Ne mentez pas. « Жить не по лжи ». Ne mentez pas. Si vous n'avez pas le courage de dire la vérité, ne mentez au moins pas. Et je pense que c'était ça, sa grande force, c'est de convaincre les gens de ne pas mentir. Ce n'est pas facile, mais ça a beaucoup changé la Russie. Voilà. Ouais, j'aimerais réagir par rapport à Solzhenitsyn. Il s'exprimait dans un monde clos, il souffrait physiquement et à tout niveau dans sa vie de l'impossibilité de parler. Donc son livre, c'est une prise de parole dans un environnement fermé, un environnement d'interdiction. Et nous, et vraiment, mutatis mutandis, et je souligne, on est dans un environnement où la parole est constante, où les médias sont nombreux. On n'a jamais autant parlé, échangé, écrit par tous les moyens possibles. Et il se dit tant de choses que c'est difficile de dire, de témoigner d'une réalité, parce qu'il y a une telle confusion qu'au fond, en tout cas dans l'espace journalistique, c'est difficile de témoigner d'une réalité parce qu'elle passe inaperçue tant qu'elle n'est pas mise en scène de manière spectaculaire. Alors c'est assez paradoxal, mais c'est par la mise en scène de la fiction dans l'espace littéraire que peut-être on arrive à faire passer le message. C'est-à-dire que moi je pense que dans l'écriture artistique, la question du politique est une question très intéressante, c'est-à-dire comment s'emparer dans un projet artistique de questions qui sont des questions politiques. Il y a eu différents courants dans l'histoire qui ont théorisé là-dessus, et après il y a l'expérience qu'on fait quand on essaie de se lancer sur ce terrain-là. Alors c'est vrai que dans un pays, enfin en Europe occidentale aujourd'hui, c'est compliqué d'arriver à avoir une parole qui soit entendue, parce qu'il y a pléthore, quoi. Et donc je crois que ça pose des véritables questions de forme. Qu'est-ce qui fait que, par exemple,
une parole va se distinguer, une forme artistique va se distinguer au-delà du message qu'elle véhicule, si jamais elle véhicule un message. Qu'est-ce qui fait que une forme est révolutionnaire à un moment et finalement on apprend à s'en défendre, je dirais, et que du coup elle ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui fait qu'on peut renouveler l'écriture romanesque? Qu'est-ce qui fait qu'on peut renouveler la forme théâtrale? Tout ça, ce sont des questions passionnantes pour nous et qui nous sont constamment posées par le monde dans lequel nous vivons, où la difficulté, ça n'est plus d'avoir le droit de dire ce qu'on veut dire. La difficulté, c'est d'être audible. Moi j'ai une question sur votre roman, Monsieur Lachaud. Il y a un personnage dont on n'a pas forcément beaucoup parlé ce soir, qui est la fille d'Antoine. Et c'est curieux de vous entendre sur cette question de la transmission d'une génération à l'autre, surtout dans le cas de cette famille-là où le père est un activiste et pour sa fille, c'est un père qui très longtemps est absent du fait qu'il est en prison. Oui. Donc Rosa, la fille d'Antoine, a 6 ans quand il est arrêté, 3 mois après cette exécution du président, et elle doit donc grandir en son absence. La première chose à laquelle je me suis beaucoup intéressé en ce qui concerne Rosa, c'est le fait qu'elle ne savait rien, pas plus que sa mère d'ailleurs, des activités d'Antoine, des activités secrètes d'Antoine, et que donc elle les découvre une fois qu'il a été arrêté et que les médias s'emparent de ça, c'est-à-dire on a là l'ennemi public numéro 1 qui vient d'être capturé, et donc cet enfant qui a 6 ans, elle voit cet homme à la télé, donc menottes au poignet, qu'on fait passer d'un fourgon jusqu'à l'endroit où il doit être jugé, etc., sans jamais lui donner la parole, bien sûr. Et pour elle, c'est déjà un premier choc, c'est-à-dire que c'est très compliqué de faire cohabiter ces deux images, c'est-à-dire l'homme qu'elle voit à la télé et le père auprès duquel elle a vécu pendant 6 ans. Ça, c'est une première chose. Ensuite, elle ne le voit pas pendant une dizaine d'années, et puis vers 16-17 ans, elle commence à aller lui rendre visite en prison, et il reste encore une petite dizaine d'années en prison, et elle a 25-26 ans quand il sort. Et c'est elle qui va le chercher à la sortie, et qui, d'une certaine manière, se sent... porte la responsabilité de l'accompagner pour qu'il arrive à vraiment sortir de sa captivité, même une fois qu'il a quitté la prison, de la forme mentale que ça a construit à l'intérieur de sa tête. Voilà. Et vous évoquiez sa façon à elle de décider d'agir. Ce qui me paraît toujours intéressant, je me suis beaucoup intéressé dans l'écriture, dans mes précédents romans, à la transmission, c'est un sujet qui me passionne, et sous différentes formes. Et là, donc, c'est la transmission de l'envie de participer à l'amélioration du sort commun. Alors, le père a choisi une forme violente, et la fille, elle a un ami très proche avec lequel elle réfléchit beaucoup, et il décide d'agir aussi, mais dans une forme totalement non violente. C'est-à-dire qu'elle explique à un moment dans le livre que par le fait qu'elle a dû grandir sans son père, elle a dû inventer des moyens de rechercher qui il était puisqu'il n'était pas là, et donc le fait qu'il avait choisi ce pseudonyme de Saint-Just, ça aide beaucoup, donc elle va voir du côté de Saint-Just. Donc elle va voir du côté de la Révolution, elle va voir du côté de son prénom aussi, elle s'appelle Rosa, donc elle découvre l'existence de Rosa Luxembourg, elle se dit il n'y a probablement pas de hasard, sa mère confirme qu'ils l'ont appelée Rosa en hommage à Rosa Luxembourg, enfin bref, en tout cas je dirais, en l'absence de son père, elle plonge dans le langage en fait, je crois, c'est le langage, c'est l'écriture, c'est l'histoire qui lui permet de s'approprier un père absent et de s'inscrire dans cette histoire d'une certaine manière et de devenir la femme qu'elle devient, une femme très courageuse et en même temps assez paisible. Et c'était pour moi très intéressant à composer ça. Et c'est intéressant aussi parce que chez vous, il y a aussi cette transmission,
repensé, hein, puisqu'en fait, au moment où il apprend qu'il doit enquêter sur cette tête coupée, il apprend qu'il a une petite fille. Et en fait, c'est quelque chose de très très important apparemment. Et finalement, sa fille lui dit qu'il ne faut pas l'appeler comme la grand-mère. Donc il y a une... Oui, c'est la principale source d'espoir de ce livre. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure à propos de ces histoires singulières qui en Grèce donnent à espérer. C'est la famille essentiellement, c'est le ciment de cette Grèce. Et en fait, là, effectivement, le flic est grand-père. Et en Grèce, quand un enfant naît, on ne le baptise pas, on ne lui donne pas un nom tout de suite. On l'appelle bébé. Et puis ça peut durer plusieurs mois. Et après, il y a une discussion familiale qui commence et on se demande si il ou elle s'appellera comme le grand-père ou la grand-mère. Il faut encore déterminer de quel côté. Donc il y a une répartition très compliquée. Et puis avec la société moderne, mais tout récemment, disons, parce que ça a perduré jusqu'au début des années 2000. Mais avec l'explosion des divorces, avec les nouvelles générations, eh bien, il y a des libertés qui sont prises par rapport à ce prénom ce prénom du grand-père ou de la grand-mère. Et là, en l'occurrence, la fille aurait, je ne sais plus d'ailleurs comment elle aurait dû s'appeler, mais il l'appelle Zoé, la vie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Mon Dieu, il est fort celui-ci. Oui. J'ai pas besoin du micro en fait. Je croyais qu'il faut. Non, j'ai une question pour vous. Vous avez évoqué ce rapport des Européens du Nord avec la Grèce, qui est à la fois berceau, puis à la fois qu'on rejette parce qu'on est peut-être déçus. Enfin voilà, c'est à la fois nous et en même temps c'est à nous. Et ça me faisait un peu écho avec le statut de votre roman, qui est un roman grec, alors que vous avez bien dit mais vous êtes quand même suisse, vous écrivez en français. Je me demandais comment vous avez travaillé avec ça, que je trouve au contraire très intéressant. Hein, c'est juste l'écho positif de ce rapport complexe à la Grèce. Et aussi comment vous vous situez ou quels sont vos liens avec les auteurs grecs. C'est fondamental cette question parce que c'est le rapport à la langue maternelle. Et ma mère, quand elle est venue en Suisse, c'était en 1962, elle avait 18 ans et elle a intégré un pensionnat où elle était très malheureuse. C'est qu'en rencontrant les Suisses, si on peut dire, et pas les Anglais, les Mexicains, les Américains qui étaient dans ce pensionnat, de bonne famille, eh bien, rencontrant les Suisses d'ici, qu'elle a commencé un peu à se sentir vivre. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Et mon père est enseignant de français. Et donc, quand il s'est agi de... Moi, je suis né en 71, donc c'était quand même presque plus de 10 ans après son arrivée. Eh bien, quand il s'est agi de savoir si on allait me parler français et grec, eh bien, la réponse était on lui parlera français, parce qu'il parlera mal les deux langues. Et c'était une théorie qui était très, très, répandue à l'époque, en particulier dans les milieux enseignants. Et en plus, à cela s'ajoute le fait que ma mère avait vraiment envie de rompre avec ce pays de la dictature aussi, hein, parce qu'évidemment, elle était en rupture complète, parce qu'elle était retournée en Grèce au moment où la dictature allait commencer. Donc il y avait des différents facteurs qui font qu'au fond, on ne va pas parler grec, et puis malgré tout, je l'ai appris sur le tard, je le comprends très bien, mais j'ai des blocages terribles, alors je suis capable de commencer à parler, puis de m'arrêter d'un seul coup en cherchant un mot. Et donc, je serais incapable d'écrire en grec, j'ai de la peine à soutenir une conversation en grec, et donc, à travers ces romans, en particulier le premier, et puis celui-là, c'est une manière pour moi de chercher l'origine, évidemment, et c'est aussi la langue, évidemment. Mais j'ai eu des discussions en livre sur les quais à Morges avec Yannis Kourtsakis, qui est un auteur grec que j'affectionne, et c'était vraiment d'ailleurs touchant de pouvoir parler avec quelqu'un qui me décomplexait par rapport à cette question, parce qu'il me disait finalement, en te lisant, en lisant le mur grec, parce qu'il a commencé à le lire à Morges, il me disait finalement, je retrouve Athènes, c'est comme si tu
tu étais athénien. Mais en même temps, quand on parle en français. Voilà. Mais ils parlent tous très bien français, ces autres. Alors, moi, oui. ça m'a frappé. Ah, Alors, oui, ils sont très franco... Parce qu'il y a 6%, on dit, environ des Grecs qui parlent français. Et c'était la langue vraiment numéro 1. Et encore dans les collèges privés à Athènes aujourd'hui, c'est une langue qui est répandue. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'enseignement public, mais en tout cas, on avait le choix entre le français ou l'anglais. C'était tout naturel. Et maintenant, d'ailleurs, se posent les questions de quelle langue enseigner en Grèce, parce qu'il y a tellement d'enfants migrants, et c'est un phénomène complètement nouveau pour la Grèce, qui était un pays d'immigration, plutôt d'émigration, avec des gens qui partaient en Australie, en Allemagne, au bout du monde, et puis pour la première fois aujourd'hui, ils accueillent, le mot il est très, très délicat, ils accueillent des étrangers. D'autres questions? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la mode frontière? Je voudrais savoir ça. Le mot de frontière? Oui. Pour vous et pour vous aussi, monsieur. Moi, ça m'a beaucoup marqué la première fois où j'ai passé une frontière quand j'étais enfant. Et ce qui m'a marqué, c'est justement que j'ai trouvé ça totalement virtuel. Je me disais, bon, bah voilà, c'est juste. Enfin, je sais pas ce que je m'étais imaginé, mais voilà, j'étais dans un train et il s'est arrêté avant, il a roulé, et puis il s'est arrêté après, et c'était l'Allemagne. Et voilà, on avait passé une frontière. Et juste, le paysage ne changeait pas, mais les maisons n'étaient pas les mêmes, les plaques d'immatriculation n'étaient pas les mêmes. Donc, en gros, l'espèce d'intuition que j'ai eue, c'est, bon, voilà, d'une certaine manière, on décide qu'on est ailleurs. On n'est pas ailleurs, on a juste passé une ligne, comme ça, un peu virtuelle, et on décide qu'on est ailleurs. Personnellement, je considère que dans ma vie, il s'agit de repousser les frontières, les miennes déjà. Donc la frontière, c'est une limite. Et je ne suis pas très sensible. J'ai beaucoup passé de frontières, et les frontières sont de plus en plus marquantes. Elles sont, par exemple, il y a de plus en plus de murs. Hein. Ça, c'est avéré. On sait qu'il y a de plus en plus de murs pour marquer des frontières. On a vécu une période où les frontières se sont un peu effacées. Et maintenant, on vit une période où les frontières se remarquent de nouveau. Bon, moi, j'essaie de vivre dans le monde tel qu'il est. Donc, je suis bien obligé de constater qu'il y a des frontières, donc une espèce de limite qu'on décide. Mais j'essaie de vivre dans l'idée qu'il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, dans ma vie, j'essaie de vivre avec le moins de frontières possible. C'est très compliqué, hein, mais la frontière, c'est une limite qu'on décide. Pour moi, voilà ce que je dirais. Moi, j'en reviens à la famille, excusez-moi. Mais enfant, j'ai eu la chance d'être conduit, si je peux dire, par mon père de l'autre côté du bloc de l'Est à plusieurs reprises. Il avait des amis, notamment en Bulgarie, en Yougoslavie. Donc, enfant, nous traversions la frontière. Et là, vraiment, j'ai su ce que ça voulait dire, cette frontière. En particulier, quand on revenait de Bulgarie, on avait un séjour au maximum d'une semaine, et qu'on tardait, on était bien chez ses amis à Sofia malgré l'horreur du régime. Et puis finalement, on partait à toute vitesse pour arriver à l'heure, parce que si on avait 1 heure de retard, c'était fini. Et on arrivait à la frontière grecque, et là, la voiture s'arrêtait dans une espèce de bassin de ciment, et il faisait monter de l'eau jusqu'à la hauteur des portières pendant 5-10 minutes pour être sûr qu'il n'y avait personne caché sous la voiture. Ça, c'était un truc. Voilà, j'ai vécu ça, disons, je sais même pas, c'est une caricature, c'est d'une absurdité, mais enfin, ça, c'était vraiment la frontière. Mais ensuite, pour parler du mot frontière, moi, je pense qu'à partir du moment où on écrit un livre sur une frontière,
de fait, elle n'existe plus. Et c'est peut-être une force extraordinaire, justement, que celle de la parole et de l'écriture, que de pouvoir allègrement franchir les frontières. Et il n'y a pas mieux, je dirais, mais bien sûr, on est dans l'ordre du symbolique, mais de fait, on peut franchir une frontière simplement en parlant. Il y a les murs là qu'on construit. J'en ai vu plusieurs. Donc le premier que j'ai vu, c'était à Berlin. Et plus récemment, en 2009, j'ai vu celui qui sépare Israël des territoires, et je l'ai vu à Bethléem. Et cette phrase-là qui était dans ma lecture, Ich bin ein Berliner, c'est à Bethléem que je l'ai lu. Ce que je veux dire là, c'est que ces murs qu'on construit sont... les gens qui vivent devant se l'approprient souvent. En fait, c'était très très marquant de voir le mur de Berlin et de voir tout ce qui avait pu être créé tout au long du mur de Berlin, tous les dessins, toutes les peintures. À Bethléem, à Ramallah aussi, il y a énormément de choses sur le mur. Il y a vraiment quelque chose où, d'une certaine manière, je dirais que les gens qui vivent devant essaient de le transpercer avec leurs armes à eux, c'est-à-dire des pinceaux par exemple, ou des bombes de peinture. Il y a quelque chose comme ça on ne va pas laisser cette chose comme ça inerte nous séparer du monde, on va s'en servir pour injecter de la vie dedans, quelque chose comme ça. C'est très étonnant. D'autres questions? Oui, bonjour, je m'adresse à M. Lachaud. En parlant on vous a posé une question sur le pessimisme et l'optimisme, et vous avez commencé par répondre à partir du moment où on décide d'être artiste. Pourriez-vous me dire, expliquer ce qu'est cette décision de devenir artiste? C'est très mystérieux. Je ne suis pas d'une famille du tout artistique. Aucun de mes parents n'avait de pratique artistique. Mes parents étaient comptables au chemin de fer, tous les deux. Et ma mère a remarqué qu'enfant, j'écoutais beaucoup de musique. Je prenais son électrophone et j'écoutais en boucle, par exemple, Pierre et Leloup, donc l'orchestre, etc. Donc elle a dit, bon, il faut qu'il fasse de la musique. Donc on m'a inscrit à la musique et j'ai fait du piano classique pendant 15 ans. Et en souffrant, sans m'en rendre compte, c'était vraiment pas mon truc. La musique, oui, mais le piano, je me suis battu contre pendant 15 ans, et puis finalement j'ai arrêté. Ça a été un processus, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, à l'époque j'étais étudiant en langue, entre Paris et l'Allemagne, et je me passionnais pour les langues. J'avais beaucoup de correspondants à l'étranger, j'écrivais beaucoup à ces correspondants. Alors, c'était pas une pratique artistique, c'était pratiquer la langue. Sauf que, au bout d'un moment, sans me rendre compte, j'ai choisi quelques correspondants avec lesquels on écrivait chacun dans notre langue et plus dans la langue de l'autre, parce que la préoccupation, sans qu'on se rende compte, enfin, sans que ça soit conscient chez moi en tout cas, c'était l'écriture, mais je ne m'en rendais pas compte. Et puis, je suis parti en Allemagne avec une bourse, faire un morceau de mes études. Et là, le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Ils m'ont proposé de faire du théâtre avec eux. J'y suis allé, c'était en anglais. Et je fais du théâtre en anglais en Allemagne. C'est vraiment une circonstance, quoi. Mais ça aurait peut-être pu passer par autre chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis rentré, j'ai fini mes études et j'ai commencé le théâtre. Et dans l'école où j'étais, c'était obligatoire d'écrire. On était à tous apprentis comédiens, mais c'était obligatoire d'écrire. Et alors là, tout de suite, quoi, tombé dessus, quoi. J'ai commencé à écrire dans l'école et je ne me suis jamais arrêté. Ça s'est incarné là, à ce moment-là. Mais je crois que c'est un long processus, déjà, de dépassement d'une sorte de culpabilité, parce que mon père, il voulait que je sois ingénieur. Comme j'étais bon à l'école, il fallait que je sois ingénieur. Il ne l'avait pas été, lui. Il n'avait même pas pu passer son bac, c'était pendant la guerre. Donc, les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu le passer. Enfin, voilà. Donc, j'ai été moi à l'école, il fallait que je sois ingénieur. Donc déjà, vaincre ça pour
enfin, pour moi, devenir comédien, déjà, pas terrible. Le plus terrible, je me souviens, c'est un week-end où mon père a demandé un jour à ma mère, mais on ne voit plus Denis, où il est, il vient plus nous voir. Et ce week-end, je faisais un stage de clown. Et ma mère lui a dit ça. Elle m'a dit, il fait un stage de clown. Ça m'a dit, la fin. On a vu la tête qu'il a fait, quoi. Un stage de clown. Mais jusqu'où ça va aller, quoi. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais vraiment, c'est tout à fait. Donc, un processus. C'est une décision qui se prend durant toute une vie. C'est une décision dont on constate a posteriori qu'on l'a prise un jour. Enfin, si je parle pour moi, un jour je me suis dit, oui, il y a eu un moment où j'ai dû prendre cette décision, mais j'ai jamais eu conscience pendant le parcours à un moment de me dire je vais devenir un artiste. Si, peut-être le jour où je me suis inscrit dans l'école de théâtre. Voilà. Mais je me suis jamais dit je vais devenir écrivain, par exemple. Des fois, je discute, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Je pose des questions à des écrivains et je leur demande comment ça se passait. Alors, il y en a qui me disent, moi, j'écrivais des romans à 7 ans et demi, je les agrafais et je les faisais lire à mes parents, etc. Et je me disais, quand je serai grand, je serai écrivain ou des choses comme ça. Il y en a, hein. Et puis, il y en a d'autres, bah, ça s'est fait et c'est un processus d'une vie entière. Ouais. Voilà, je crois que l'heure avance, hein. Mais toutes vos questions, vous pouvez continuer à les poser autour d'un verre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.